Mesdames et messieurs, veuillez accueillir votre animateur, Marc-Antoine Monpetit. Ben oui, à la maison, faites du bruit! Ben oui, mesdames, messieurs, bienvenue à Pas de temps à perdre! Très content. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, Marc-Antoine Monpetit. Ça fait 5 ans aujourd'hui que je produis Pas de temps à perdre et c'est la première fois qu'on m'engage pour faire Pas de temps à perdre. Merci juste pour eux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y en a qui me demandent souvent, Marc-Antoine, pourquoi tu as appelé ça Pas de temps à perdre? Parce que jusqu'à ce jour, quand j'appelais un producteur télé, c'est ce qu'on me répondait, pas de temps à perdre. Clic! Ce soir, mon invité, c'est un auteur, un comédien, et il a la chance et le talent d'écrire dans ses propres séries. Ce que ça donne, c'est qu'il peut faire jouer ses propres amis, et ça, je l'envie beaucoup, car lui, il a des amis. S'il vous plaît, mettez vos mains ensemble et faites du bruit pour mon invité de la soirée, François Letourneau! Oh, salut les gens! Hey, salut tout le monde! Hey, merci de me recevoir. Ben François, on s'est parlé un peu en coulisses, puis tu m'as dit, j'ai accepté et je savais aucunement c'était quoi ton show. J'avais jamais écouté ton émission, mais on m'a dit que c'était vraiment le fun de se faire interviewer par toi. Puis c'est ça qui m'a convaincu. Qui t'a dit ça? Quelqu'un à mon agence. On m'a dit que tu faisais beaucoup de recherches. Puis moi, j'aime aussi les entrevues un peu longues. Tu sais, des fois, dans le métier, des fois, on fait des entrevues, ça dure 5 minutes, puis on n'a jamais le temps d'aller au bout de sa pensée, ou des fois, c'est des plateaux où il y a plein de monde, puis j'aime ça, des entrevues un peu longue. Ben, comme on va avoir la chance de faire ce soir, on a la chance de jaser un peu plus longtemps justement que 5 minutes. Ouais. À moins que tu décides de te lever et sacrer ton camp après 2 questions aussi. C'est de la merde, ça! Mais on va voir. C'est possible. C'est possible. François, dans tes séries, t'aimes ça, surprendre? Je sais que quand t'écris, que t'écrives seul ou que t'écrives à deux, ton but, c'est tout le temps de te surprendre avec la personne à qui t'écris ou l'auditoire. Moi, je voulais te surprendre en partant, en te laissant le choix de la première question. Oh, d'accord. Il y a 2 de tes amis qui m'ont écrit des questions. Pour vrai? Rémi-Pierre Paquin et Ricardo Troggi. Ah ouais. Je te laisse choisir laquelle des 2. Hey, je vais prendre Rémi-Pierre. Ah, Rémi-Pierre, parfait. Mais J'aime beaucoup ces deux garçons, mais OK. je me dis peut-être que Rémi-Pierre, ça va être une question plus gentille. Je sais pas. François aime beaucoup aller aux mêmes endroits. Autant en vacances qu'au resto. Es-tu à l'image de ton écriture qui touche souvent au même sujet, le crime et le sexe? La question de Rémi-Pierre. Si je suis à l'image de... donc, est-ce que j'écris tout le temps les mêmes choses? C'est ça qu'il me demande. C'est ça. Est-ce que tu serais capable d'aller ailleurs, dans le fond? Il n'y a pas de la criminalité, il y a du sexe dans tout ce que j'écris. Il n'y a pas nécessairement de la criminalité. Mais c'est vrai que moi, c'est mon bon ami, Rémi-Pierre. Je suis quelqu'un d'assez... j'aime ça la routine, en fait. Tu sais, c'est vrai que je vais souvent en vacances aux mêmes endroits, puis j'aime ça aller... J'ai des restaurants que j'aime où je vais souvent, puis quand je travaille, ce temps-ci, je suis en train d'écrire la 2e saison de ma série. Fait que, tu sais, ma vie est très routinière. Je vais à mon bureau, je vais tout le temps au même endroit me chercher mes sandwichs. J'aime ça, la routine dans la vie. Puis on dirait que ça me laisse plus de place dans ma tête pour l'écriture, puis pour explorer, puis essayer de me surprendre dans l'écriture. Donc, je pense que, oui, je suis routinier dans ma vie, mais dans l'écriture, je suis assez... je cherche tout ce qui n'est pas la routine. En fait, je cherche à me surprendre, à surprendre les autres, comme tu disais. C'est comme un exutoire, en fait. C'est comme ça m'offre quelque chose que je n'ai pas dans la vie. Puis parce que je suis quelqu'un de peut-être très sage dans la vie, quand j'écris, il y a quelque chose qui explose. D'où le sexe et la criminalité. Est-ce que ça veut dire que tu n'en as pas beaucoup? Je parle de crime ici. Je parle de crime. Il y a peu de criminalité dans ma vie, plus de sexualité, mais il n'y a pas autant de sexualité dans ma vie que dans mes séries, ça c'est sûr. Mais parce qu'il y en a quand même beaucoup. Je trouve que c'est un thème qui est foisonnant. Ben, c'est rassembleur, ouais, c'est rassembleur, là. On peut dire ça comme ça. Ouais. Mais justement, on parle de sexualité. Je vais te poser la question de Ricardo Troggi, même si tu ne l'as pas choisi. Je la trouvais quand même excellente.
Il dit, dans un contexte où tu n'aurais pas d'autre choix, avec qui de Patrice Robitaille, Ricardo Troggi ou Justin Trudeau accepterais-tu de coucher? Et explique pourquoi. Oh mon Dieu! De coucher, de faire l'amour, d'avoir une relation sexuelle. Complète. Ben, tu as le droit d'être protégé. Je dirais... Patrice Robitaille, ça serait vraiment trop bizarre parce que c'est vraiment mon meilleur ami. Non, je vais l'éliminer. Ricardo, je vais l'éliminer aussi. C'est un gentil garçon, mais je pense qu'il ne m'attire pas. Ben, je dirais Justin Trudeau. Ben, je ne le connais pas. Tu sais, je me dis, bah, on ne sait jamais. Peut-être qu'il y aurait peut-être que quelque chose pourrait se. Tu sais, il y aurait peut-être un élément de nouveauté, d'inconnu qui me. En sachant que tu le reverrais peut-être pas après aussi. Oui. Ah, mais Colin, je pense que. Une question intéressante de la part de Ricardo. Ben, quand même. J'étais pas sûr. Là. Je me suis dit, je pose-tu pas. Oui, t'as mieux fait. C'est ça, la couleur de pas de temps à perdre. C'est des questions sérieuses, mais des fois. Ben, je vais rester, j'aime ça, des questions comme ça. J'aime ça. Mais c'est parfait. François, je sais que tu as commencé au théâtre. Oui. Et là, j'aimerais qu'on revienne dans le temps avec toi. Parce qu'on parle souvent de tes séries. J'ai écouté plusieurs de tes entrevues. Tu l'as dit, je fais beaucoup de recherches. Mais j'aimerais qu'on revienne à la base avec toi. Et on va aller voir des photos souvenirs. Et j'aimerais ça que tu me dises un souvenir qui évoque cette photo-là. On va aller voir la première photo. Oh, mon C'est la Dieu. déprime, la pièce, la déprime. On voit toute la subtilité de mon jeu. et la subtilité du jeu de Patrice Robitaille en arrière, c'est lui qui est en arrière. C'est Patrice en arrière. Oh mon Dieu. Ça, c'est fou. Ça, c'est sûr que c'est lui qui vous a donné cette photo-là. Ça, c'était, en fait, moi, j'ai rencontré Patrice au Cégep Sainte-Foy. Et on avait monté La Déprime, qui était une pièce qui était très populaire dans les troupes amateurs à cette époque-là. Là. C'est une pièce qui avait été écrite par Rémi Girard, plein de monde, là, puis qui avait eu un grand succès, plein de personnages. Ça se passe dans un terminus d'autobus. Et on avait monté ça, et on avait fait nous-mêmes le décor, qui est affreux. C'est lettre. Ah oui, je me souviens, on avait tout fait ça. Puis ça avait été formidable. On avait, je me souviens, il y a quelque chose j'en parle souvent à Patrice, on avait fait l'affiche, puis on avait affiché au Cégep, puis on avait fait 3 représentations. Et il y a quelqu'un qui avait fait un graffiti sur l'affiche, puis qui avait marqué 10 sur 10, bravo. Puis ça m'avait fait vraiment plaisir. Tu sais, c'était comme la première fois que quelqu'un que je connaissais pas, qui n'était pas genre ma mère ou mon ami, me disait hey, bravo, c'est bon ce que tu fais. C'était sûrement très mauvais, là, la pièce. C'était du théâtre amateur, mais on avait vraiment travaillé. Puis je me souviens vraiment de ce 10 sur 10 bravo-là. Je m'en souviens, là, ça m'avait tellement fait plaisir. Puis moi, je ne pensais pas du tout m'en aller dans le milieu artistique. Moi, je ne viens pas d'une famille où c'était présent. Même que ton père, quand tu as annoncé que tu voulais être acteur, il avait comme une face comme si tu annonçais qu'il avait le cancer. Quand je lui ai dit que j'étais accepté au Conservatoire d'art dramatique de Montréal, c'était pas la joie là, sur son visage. J'étais comme un peu traumatisé. Mais c'est ça, ces petits moments-là, tu sais, de voir 10 sur 10, bravo, c'est ce genre de moment-là, quand tu es jeune, qui te dit, ben, hey, peut-être que j'ai un talent, peut-être que je pourrais faire ça dans la vie, peut-être que si cette personne-là aimait ça, c'est peut-être qu'il y a d'autres personnes qui pourraient aimer aussi ce que je fais. Si personne avait écrit 10 sur 10, à 9 sur 10, est-ce que tu aurais continué? Non, 9 sur 10, je ne serais pas allé. Non, 10, ça me prenait un 10 sur 10 pour me... C'est l'excellence ou rien. Ça aurait été drôle, on rewind, puis c'est genre, tu vois, finalement, c'est Patrice qui t'avait fait ça pour te motiver. Ah, ça serait drôle. Mais hein? C'est Patrice. Ah oui, il vous a dit ça. Dire. Oh, non, c'est pas lui, c'est pas vrai. On va aller voir une prochaine photo. Ça, c'est la pièce Le Vrai Monde, je crois, de Michel Tremblay. Mon Dieu! Hey, j'étais vraiment maigre. Mon Dieu, je me reconnais même pas. Hey, je reconnais un peu mon fils, en fait. C'est weird. Oui, ça, c'est à l'université. On était dans la troupe des 13, qui est une troupe de théâtre, je pense, qui existe encore, puis qui avait toute une histoire au moment où on était très fiers de faire partie de cette troupe-là. Il y a plein d'acteurs très connus qui ont fait partie de cette troupe-là. Puis
on avait monté Le Vrai Monde de Michel Tremblay. Et dans cette pièce-là, Patrice Robitaille jouait mon père. C'était-tu crédible? Sûrement pas. Et au centre, c'est mon ami Pierre-Antoine Harvey, qui était un très bon ami, qui est maintenant le mari de la mairesse Valérie Plante. C'est vrai? Qui est la mairesse de Montréal. Et c'est Pierre-Antoine qui avait fait la mise en scène. Et il y a aussi Guillaume Champoux, qui est comme à gauche, avec qui j'ai fait le conservatoire, qui est acteur maintenant. Et plein de gens dont j'ai oublié le nom, mais non, il y a... Des gens très importants dans la vie de François. Bon, on va aller voir la prochaine photo. Mon Dieu, hey, j'ai jamais vu je me vois, là. Ah, ça, c'est Patrice. Amélie Bernard, après ça, qu'on a engagé dans Les Invincibles. Et moi, je suis à côté, là, je faisais... Et ça, c'était la culotte de Jean Anouilh. Oui, c'est ça. Ça, c'est une pièce qu'on avait choisie. On ne connaissait pas beaucoup le répertoire. On l'avait choisi parce qu'on cherchait une pièce avec plein de personnages, puis on fouillait plein de pièces, puis on a trouvé cette pièce-là qui avait plein de personnages, puis on l'avait pris. Puis ça, c'était pas très bon. Ça, je peux dire que c'était... Tu sais, dans ma carrière amateur, je pense pas là, que c'était notre meilleur show, mais... Comment ça? Qu'est-ce qui distingue, justement? T'avais pas eu 10 sur 10 sur l'affiche, fait que tu t'es dit... Non, il n'y a personne qui écrit sur cette affiche-là. Mais c'était un peu, tu sais, Jean Anouilh, tu sais, c'est comme du vieux théâtre français, un peu dépassé, alors que, tu sais, La Déprime puis Le Vrai Monde, tu sais, c'est quand même un théâtre qui est plus proche de nous puis que je pense qu'il a mieux vieilli. Jean Anouilh, c'est un peu poussiéreux, là. Je sais pas s'il y a des fans de Jean Anouilh parmi vous. Ah, c'est que des fans, non. On a des noms. Il y a Marc-Antoine qu'on salue qui dit non. Non. C'est pas un fan. Donc, c'était pas... mais c'était... Et je me souviens, quand j'ai fait cette pièce-là, moi, j'aimais beaucoup répéter, puis j'étais très travaillant. Tu sais, c'est une des qualités que j'ai. Je suis assez travaillant dans la vie. Mais il y avait des gens qui faisaient partie de la troupe, puis c'était juste une activité sociale pour eux. Tu sais, ils faisaient du théâtre juste pour se faire des amis. Mais moi, j'étais rendu comme à un moment où je faisais pas du théâtre pour faire des amis, pour me faire des amis. Je faisais du théâtre, c'est comme plus important que ça pour moi. Puis je me souviens qu'après cette pièce-là, je me suis dit, bon, soit j'essaye d'entrer dans les écoles de théâtre, soit j'arrête complètement là, de faire du théâtre parce que j'étais tanné de jouer avec des gens pour qui c'était peut-être moins important ou qui prenaient ça moins au sérieux. Mais tu te fâchais-tu après eux autres? Je me fâchais dessus. Non, je me fâchais pas, mais des fois, ils me trouvaient têteux un peu. Tu sais, dans quel sens? Je suis encore comme ça maintenant, des fois sur mes plateaux. Tu sais. Ben, je suis assez rigoureux. J'aime ça quand les choses avancent bien, puis j'ai comme un peu la tendance à exiger ça des gens avec qui je travaille. Là. Ça arrive-tu des fois, justement, que tu transposes ça aujourd'hui sur tes plateaux, tu sais, en écrivant tes propres séries, des fois, tu le sais, hein, si l'acteur ou l'actrice fait comme, ben non, c'était pas ça que j'avais écrit, ou c'est pas ça, moi, c'est pas de même que je voulais qu'elle soit jouée. Ça t'arrive-tu encore de ressortir ce François-là têteux ou... Le François têteux, il m'a jamais quitté. Il est toujours en moi. Ben, c'est plus le François rigoureux. En fait, oui, ça arrive souvent sur le plateau parce que j'ai écrit le truc, puis je suis tout le temps là, tu sais. Je travaille avec Jean-François Rivard qui réalise, puis qui est un réalisateur formidable, puis je laisse beaucoup aller Jean-François, tu sais, c'est vraiment son set à lui, puis tout ça, mais ça arrive des fois que je vois quelque chose sur le plateau, puis je me dis, ah, c'est pas tout à fait ça. Des fois, c'est très bon, mais c'est juste, ah, j'avais peut-être imaginé différemment. Puis des fois, c'est meilleur que ce que j'avais. Même souvent, les propositions, des fois, d'acteurs, de talent, des fois, ça amène le truc à un autre niveau, puis c'est meilleur que ce que j'avais imaginé. Mais quand je vois que c'est comme pas tout à fait ça, ou je vois que l'acteur a un peu de difficulté, tu sais, je vais aller parler à Jean-François, ou tu sais, je vais... Tu n'iras pas parler directement au comédien? Oui, des fois, oui. Des fois, oui. Tu sais, je donnerai jamais une note de jeu, mais je vais pouvoir dire, je vais pouvoir expliquer un peu la scène. Tu sais, hey, quand j'ai écrit cette scène-là, pour moi, cette scène-là, elle sert à ça dans l'histoire. Tu sais, je pense, mais je vais jamais me permettre de. En plus que je joue dans l'affaire, fait que c'est insupportable des acteurs qui se donnent des notes de jeu entre eux. Je pense juste avant la scène, ouais, mais là, c'est peut-être plus comme ça, puis après ça, de reprendre ton rôle. C'est pas bon pour créer un lien de confiance puis de plaisir. Là. Mais je vais aller parler à Jean-François. Puis, surtout plusieurs scènes de sexe. Tu sais, avait une scène de sexe comme, ouais, non, moi, c'était pas comme ça que je l'avais imaginé. Oui, mais j'essaie d'être quand même discret, là. Puis on aime ça aussi, se remettre en... discuter des scènes, puis se challenger aussi, puis challenger ceux avec qui on travaille aussi.
pas. On va aller voir une dernière photo, François, qui évoque c'est ta graduation de l'école avec Catherine Trudeau. Catherine Trudeau, ben oui, et on a changé. Hein? Oui, ça c'est en 1999. J'ai fini le Conservatoire de l'art dramatique de Montréal et Catherine était dans ma classe. C'est toujours ma bonne amie. Quand on a fait Les Invincibles, moi je savais que c'était Catherine qui devait jouer Lynn. Puis Jean-François Rivard n'était pas convaincu, il la connaissait pas comme moi, mais moi je la connaissais, Catherine. Puis je savais qu'il y avait quelque chose, elle avait quelque chose du personnage. Catherine est beaucoup plus agréable que Lynn. Mais Catherine, c'est une fille qui a une drive, puis qui sait ce qu'elle veut, puis qui s'impose, puis de toutes les bonnes façons. Là. Elle n'a pas du tout les défauts de Lynn, mais elle avait, je trouve, puis c'est une actrice formidable. Puis je me souviens quand on a fait l'audition, où elle était là avec Pierre-François Legendre, puis nous, on voulait que ça... Moi, je voulais vraiment que ce soit ces deux-là. Puis quand ils ont fait l'audition, puis que ça s'est passé, puis que c'était formidable la rencontre. Puis là, j'ai vu que Jean-François Rivard était convaincu de Catherine, puis de Pierre-François aussi. J'étais vraiment content. Mais je pense que même quand j'écrivais le personnage de Lynn, j'imaginais un peu Catherine Trudeau. Avec ses traits ou de la manière qu'elle pourrait le jouer aussi, en sachant qu'elle peut jouer ça, tu sais. Puis je le dis en intro, tu as le luxe de pouvoir dire « OK, je connais assez une bonne base de comédien, puis tu as beaucoup d'amis en disant « Crime, OK, celle-là... » Fait que est-ce que ça teinte ton écriture dans ce style-là, tu sais? Oui, bien, ça m'aide beaucoup. Je pense que le fait d'être acteur, ça m'aide à écrire. Parce que comme acteur, je sais c'est quoi qui est le fun pour un acteur. Je sais les scènes qui sont le fun à jouer, tu sais. Fait que ça m'aide. Mais aussi de connaître plein d'acteurs, ça m'inspire, puis ça me... Il m'arrive des fois d'avoir un acteur en tête pour écrire un personnage. Finalement, ce ne sera peut-être pas cet acteur-là qui va jouer. Peut-être que je vais changer d'idée en route ou en cours de route, ou peut-être que l'acteur ne sera pas disponible, ou finalement, on s'aperçoit que ça ne marche pas. Mais j'aime bien imaginer des acteurs. Il y a certains acteurs comme Patrice Robitaille, qui est mon meilleur ami, on se parle à tous les jours. Quand j'ai écrit C'est comme ça que je t'aime, ben, le personnage de Serge, je savais que c'était... Tu en avais déjà parlé ou j'ai attendu un peu. Je pense que j'ai comme écrit un premier épisode. Puis lui, je l'avais en tête, puis j'entends Patrice, puis des fois, j'emprunte des choses de Patrice, puis je le mets dans le personnage. J'aime ça quand... J'aime ça quand c'est vivant. Puis là, c'est drôle parce que je suis en train d'écrire la 2e saison de ma série. Puis là, tu sais, le casting, je le connais. Là, je sais que c'est Marilyn Castonguay qui fait Huguette. Puis je sais que c'est Karine Gontier-Heinemann qui joue Micheline, ce que je ne savais pas durant l'écriture de la première saison. Et je réalise que... je connais ces filles-là, je les ai connues, j'ai tourné avec. Puis leur vraie personnalité dans la vie m'aide à écrire les personnages. Donc, c'est plus facile d'écrire une saison 2 qu'une saison 1? Ben, pas nécessairement plus facile, mais de ce point de vue-là, c'est un peu plus facile. Je peux me nourrir davantage de l'énergie, du souvenir que j'ai des acteurs. Puis des fois, je leur vole un petit peu des affaires, puis je mets ça dans le personnage. Ils s'en rendent compte? Pas tout le temps. Il me semble que, peut-être la 2e saison de Série Noire, il me semble que Vincent Guillaume Otis, il a reconnu des affaires, là, parce que je ne savais pas qu'il allait jouer Patrick dans la saison 1. La saison 2, évidemment, je le savais. Fait que je pense qu'au moment de lire les textes ou des fois de jouer, il reconnaissait des fois peut-être des éléments de sa personnalité à lui que j'avais mis dans le personnage. Qui ont évolué dans saison 2. Oui. Il y a quelque chose qu'il fallait absolument que je te parle. Ça a l'air justement, on revient un peu au théâtre, que tu adorais les cours de chant. Ah non. Là. J'espère que tu ne seras pas là. Mais, je te laisse y aller. Les cours de chant, j'aimais beaucoup ça, en fait. J'aimais mon prof, qui était... c'est Yves Morin, qui est un prof de chant, c'est un compositeur. C'est un gars qui a composé plein de musique aussi pour le théâtre. Puis, j'aimais beaucoup ses cours parce que c'était vraiment un bon pédagogue, mais je chantais pas bien. Mais il était tellement bon pédagogue que pendant 3 ans, il m'a fait un peu aimer le chant, alors que j'étais pourri. Mais puis j'étais dans un groupe aussi où les filles étaient très bonnes. Les filles avaient toutes des belles voix. Fait que quand on chantait en chœur, c'était quand même beau, tu sais. Puis je fausse pas là, mais tu sais, j'avais pas une jolie voix. Puis quand on est sorti du conservatoire, il y a un show qu'on avait fait comme un show de finissant, puis qu'on a repris un peu comme au professionnel dans une petite salle. C'était un show musical où on avait des chansons à chanter, puis on a décidé de faire un disque. On s'est dit, on va faire un disque, on va... Pour quelqu'un qui n'aime pas chanter?
On va faire un album. Oui, c'est ça. En tout cas, je me suis fait embarquer là-dedans. Et là, on avait enregistré nos tunes en studio. Donc, la chanson que je chantais dans le show, que j'ai chantée des centaines de fois, je m'en vais dans le studio, puis je l'enregistre. Et là, j'écoute ma première take. Et là, je dis, mon Dieu, mais c'est horrible, c'est tellement pas beau, je chante pas bien. Et là, Yves Morin, mon prof de chant qui était là, qui me regarde, puis qui me fait comme un petit sourire. Ben, c'est ça ta voix. Oh, mon Dieu, quelle déception. Quand on s'entend pas, quand on fait juste chanter, on chante tout le temps mieux que quand on se réécoute après, tu fais oh mon Dieu. Ah non, mais j'étais pas bon. Mais j'aimais pas ça. C'était pas quelque chose. Il y a beaucoup de choses au conservatoire que j'aimais pas. Tu sais, par exemple, les cours de combat, les cours d'escrime. Il y a des cours de. On faisait des cours de claquettes aussi. C'est quoi des cours de combat? Bon, on apprenait comment se battre. Le prof n'a jamais su mon nom. On était 12 dans le groupe pendant 3 ans. Il n'a jamais su c'était quoi mon nom. Je ne l'ai pas marqué par mes talents de physique. On avait des cours de claquettes aussi au conservatoire. Ça, tu vois, j'aimais plus ça. Le prof était cool. Puis ça t'a sûrement servi, après. Ça m'a servi lors de mon premier contrat professionnel. Hein? Mon premier contrat professionnel, c'était, je jouais une courge dans un show pour enfants au Jardin botanique. Ça a l'air d'une affaire, tu sais, ça a l'air d'une fausse histoire de showbiz. Vraiment, tu m'inventes de quoi? Non, là? je te jure. C'était un show qui s'appelait Pépo Citrouille. C'était au Jardin botanique. Je sortais du conservatoire, c'était mon premier gig, là. Puis je jouais une courge et il y avait une chorégraphie. Et je me suis servi de mes cours de claquettes pour la chorégraphie. Donc, je me suis dit, ben coudonc, j'ai pas fait ça pour rien. Et depuis, je m'en suis pas servi. Ça t'a pas traumatisé, jouer la courge? Non, j'ai trouvé ça le fun. C'était le fun. Tu sais, quand je suis sorti de l'école, j'ai fait du théâtre pour enfants, un peu du théâtre pour adolescents aussi. Puis je trouve que c'est vraiment une bonne école. Surtout les ados, en fait. C'est un public qui ne pardonne pas. Quand ils aiment pas, tu le sais, mais quand ils aiment ça, tu le sais aussi, puis tu le sens, puis quand ça va bien, puis c'est le fun. Ils t'ont déjà lancé des affaires sur scène, un public je me suis pitché des 10 cents ou des 5 cents, en tout cas, de la monnaie. Aussi le fameux pointeur rouge. Je me suis fait traiter de poilu aussi. Des gens qui me traitaient de poilu. Je suis effectivement velu. Mais avec toutes ces expériences-là, j'aimais ça pendant que je le faisais. Je trouvais que je le prenais sportivement. Puis je trouve que je trouve que ça forge le caractère aussi. Tu sais, des fois, le théâtre pour ados, c'est dur là, quand ils sont dissipés, tout ça. Mais tu y vas, puis tu fais ton affaire. Puis je trouve que j'ai appris beaucoup en faisant ça aussi. En referais-tu ou c'était vraiment parce que tu avais besoin de faire quelque chose? Non, là, j'en ferais pas là. Non. Mais je trouve qu'au début de ma carrière, j'étais content de le faire. J'aurais aimé ça voir. Là, j'aimerais ça aller dans un public d'ados puis de voir toi essayer de te démener comme non, c'est bon, écoutez-nous. Quand ça va mal, ça va très mal, mais quand ça va bien, puis qu'ils sont vraiment avec toi, c'est écœurant. Parce qu'ils sont, tu sais, il n'y a pas de filtre, c'est comme, il n'y a pas la politesse, tu sais, maintenant on va au théâtre, tu sais, c'est souvent un peu bourgeois le théâtre, les gens sont polis, il y a plein de codes un peu plates, là. Puis je trouve que les ados ne sont pas là-dedans, ils sont juste ils reçoivent ça, puis ils réagissent avec vérité, là. François, on a parlé de musique. Je sais que tu n'as pas aimé ton cours, mais tu t'es quand même parti un band. Hein? On va voir une photo. Dreamstone. Les Dreamtones, mon Dieu! Mais comment vous avez fait pour avoir cette photo-là? C'est quoi ça? Ah! Ça, c'était... alors, on retrouve... moi, je suis debout, là. Moi, je composais les paroles, beaucoup. C'était un groupe de musique qu'on s'est créé au cégep. Et c'était des chansons uniquement en anglais. Et c'était une blague, là. C'était un peu des jokes, mais puis il y avait Guillaume Champoux qu'on voit qui joue de la guitare. En avant, c'était mon ami Jean-Philippe Foisy qui habite maintenant au Nouveau-Brunswick. Et assis en arrière, c'était notre gérant, c'était Pierre-Antoine Harvey, le mari de Valérie Plante. Vous aviez un gérant pour un band de joke. C'était comme une joke. Puis, mais il chantait avec nous, les Dreamtones. Mais ça a été très confidentiel. On n'a pas une grosse. Il n'y aura pas une grosse carrière. Mais on a quand même en disqué. On s'était comme enregistré. Il y a une cassette là qui existe. Serais-tu capable de nous en envoyer? Impossible. J'ai sûrement pas gardé. Ah, tu veux pas de preuve de ça? Non.
J'espère que tu l'as pas. On a un extrait. Non, c'est pas vrai. J'aurais aimé ça, par exemple. J'aurais aimé ça. Je vais fouiller. Je vais continuer à faire mes recherches. François, pas de temps à perdre. J'aime ça faire des petits jeux. J'ai appelé ça, on va jouer à un jeu. Ça s'appelle le jeu des situations. Je te nomme 2 situations, puis tu me dis laquelle tu préfères. Qu'est-ce qui te fait le plus suer? Qu'on t'ait refusé à devenir membre d'une association d'auteurs dramatiques ou que quelqu'un rit fort quand il lit un livre? Hey, Toph, tu fais vraiment beaucoup de recherches, hein? Je suis assez impressionné en ce moment-là. Merci. J'aurais pris une petite clap des techniciens là-dessus, une petite clap à la maison. Oui. Ah non, c'est fort. C'est ce qu'on m'avait dit aussi pour me convaincre de venir à cette émission. Je suis pas déçu, je suis pas du tout déçu. Mais c'est vrai que j'avais été refusé quand j'écris Cheech. Oui, une de mes premières pièces. Il y a une association qui s'appelle le CAD, le Centre des auteurs dramatiques, qui est une superbe association, mais pour en faire partie, il faut écrire une pièce puis la soumettre. Puis moi, j'avais soumis cette pièce-là, puis j'ai été recalé là, à la première étape. Là. Ça a été comme « Hey, c'est pas bon, c'est super poche, c'est superficiel, il y a pas de... » L'évaluation était affreuse. Et ça m'aurait sûrement découragé. Mais ce qui fait que j'ai pas été découragé, c'est que la pièce, je savais que la pièce allait être montée à la licorne. Tu sais, donc. Elle était déjà acceptée quelque part. Oui, puis on était en train de la répéter, puis ça a été un super hit, la pièce. Ça, on était allé en France, la pièce a été traduite. En allemand, en anglais, elle a été élue. Elle a été montée partout dans le monde. Oui. Fait que je trouve que c'est une belle anecdote. Des fois, il ne faut pas se décourager. Ça se peut des fois que quelqu'un n'aime pas ce que tu fais, puis il y a peut-être d'autres mondes qui vont aimer ça. Mais ça m'avait vraiment blessé. Mais en même temps, dans le métier, dans le show business, mais dans tous les métiers aussi, tu sais, des refus comme ça ou des fois des injustices ou des choses qui nous font de la peine, mais ça arrive tout le temps. Il faut se faire une carapace, puis il faut se rappeler tout le temps pourquoi on fait ce métier-là, puis c'est ça, pour faire face à ça. Puis l'autre affaire que j'aime pas quand les gens rient, et quand les gens lisent un livre puis qu'ils rient. Oui, ça m'énerve. C'est comme on dirait qu'ils veulent comme te montrer qu'ils lisent puis qu'ils ont du fun. Puis je me souviens plus où j'avais dit ça. Mais ouais, ça m'énerve. Mais si tu avais un choix entre les deux, qu'est-ce qui t'a fait le plus suer? Ben, je dirais que c'est le refus. Là. Le refus? Oui. En plus, c'était en début de carrière. Tu sais, ça m'a vraiment ébranlé. Là. Une chance, tu avais eu ton 10 sur 10 avec. Oui, là, je me suis rappelé de mon 10 sur 10. Je me suis dit, hey, 10, OK. Ça t'a grandi. Une scène que tu aimerais mieux oublier dans Montréal, Québec. Celle où tu marches une gomme ou celle où tu étais incapable de démarrer la voiture. Laquelle tu aimerais effacer de ta mémoire? Il y avait-tu une scène où j'étais pas capable de démarrer la voiture? Ça, c'était dans Pas la Québec, j'étais pas capable. C'était Pas la Québec, excuse-moi. Non, je dirais celle que je voudrais oublier. Ben, en fait, je dirais celle où je marche de la gomme. Ben, c'était vraiment... tu sais, quand on a fait Québec-Montréal, c'était le... Moi, j'avais fait du théâtre, mais j'avais jamais tourné. Je savais pas c'était quoi tourner sur un plateau. Fait quand je suis arrivé sur le plateau, tu sais, j'ai découvert tout un nouveau métier. Puis cette scène-là en particulier, ça n'a pas bien été. J'ai comme choqué, je n'étais pas satisfait de la scène. On l'a refait une autre journée. C'était pas nécessairement meilleur. Je trouve que quand je vois le film encore maintenant, moi, je le vois dans mon regard, l'espèce de trouble de l'acteur qui capote. Ça peut passer pour le personnage qui capote aussi à ce moment-là. Fait que c'est pas si grave que ça. Dans le fond, il y a rien que toi que ça écorche. Ça m'avait ébranlé, en fait. Puis l'autre scène, c'était sur le film Pas la Québec. Et c'était une scène avec Julie Le Breton, qui est une scène où elle devait pleurer. C'était très émotif. Puis elle se mettait, tu sais, il fallait qu'elle se mette dans un état pour pleurer, là, comme ça. Puis moi, j'avais rien à faire dans la scène. J'avais juste à partir la voiture. Puis à chaque fois, je n'étais pas capable. C'était une vieille voiture, un taco un peu. Puis à chaque fois, je n'étais pas capable. Elle pouvait partir. Non, elle pouvait partir, mais je n'étais pas capable de rentrer à clé. C'était comme à rentrer à moitié. Puis alors, j'ai scrappé plusieurs takes. Qu'elle a pleuré. Super mal. J'en ai reparlé à Julie récemment, elle s'en souvenait même pas. Donc, t'aurais pas dû y dire. Oui, c'est ça. C'était pas si pire. Tu sais, des fois, on s'excuse, puis après, je me souviens pas de ça. Oh, OK. Ça l'a pas traumatisé dans sa carrière d'actrice. Mais toi, c'est des affaires qui te marquent, justement. Tu te dis, je le réécoute, puis je me revois encore. Tu sais. Puis ça fait, le premier, il y en a un, c'est 2002. Tu sais, ça fait quand même 18 ans. Ouais. Puis encore aujourd'hui,
t'as-tu peur que ça te réarrive? Quand tu tournes, tu te dis, hey, là, faudrait pas que, mettons, telle ou telle situation Je pense m'arrive. que j'avais pas beaucoup d'expérience, puis c'est comme si j'ai un peu paniqué. Je me souviens d'avoir un peu paniqué, tu sais, devant tout le monde qui travaille sur le plateau. Puis maintenant, ça m'arrive plus parce que je pense que j'ai davantage confiance en moi. Puis je suis plus détendu, tu sais. Je connais le médium, j'aime ça tourner, j'adore ça. Fait que, c'est vraiment un métier acteur, en tout cas, sur des plateaux où la détente puis le plaisir, c'est tellement important. Il faut vraiment que ces deux affaires-là soient là. Si tu veux t'ouvrir puis jouer une scène, puis pour moi, c'est super important d'être détendu puis d'avoir du plaisir. Quand je travaille aussi, tu sais, tantôt, je parlais du fait que j'étais têteux puis des fois rigoureux, mais le plaisir, c'est super important aussi, tu sais, d'avoir du fun puis de s'amuser parce que quand on a du plaisir, on est détendu. Quand on est détendu, on peut s'ouvrir puis révéler quelque chose de nous-mêmes. On n'est pas comme sur nos gardes. On peut révéler quelque chose. C'est ça, jouer, en fait. C'est important que tout le monde soit aussi dans le même mood pour que ça se passe. J'ai une dernière pour ce jeu-là. Un combat entre Lynn Lapoffine et Marc Arcan. Ah! Qui gagne? Si, justement, on revient au cours de jeu, là, il y a un street fight entre tes deux méchants. Hey, c'est une bonne question. On sait que les deux sont morts, là, mais... Les deux sont... Ah, ben là, je voulais pas d'un coup quelqu'un... Oui, mais est-il mort, Marc Arcan? Est-il mort? Ah! Ah, ben là, tu regarderas le dernier frame de la saison 2. Il y a quelque chose dans l'image. C'est un scoop, ça? Je te jure. Il y a plein de gens qui l'ont vu, là, qui l'ont... Ouais. Ah, ben Colin. Ouais, tu regarderas, vraiment, avant que ça coupe au générique, le dernier épisode de la saison 2, il y a quelque chose dans l'image. Ah, ben on va aller regarder ça. Ouais. Donc, moi, je pense que c'est Lynn qui gagnerait. Je voudrais que ce soit Lynn. Pourquoi? Ben, je pense que Lynn est plus intelligente que Marc Arcan. Marc Arcan, il est intelligent aussi, tu sais, mais je pense que Lynn est plus intelligente. Il y a des nunchakus, par exemple. Oui, mais Lynn, elle trouverait une façon de... Marc Arcan, c'est quand même quelqu'un qui est blessé, qui a plein de blessures profondes. Tu sais, c'est un petit poulet. Lynn aussi, tu sais, c'est un petit poulet, mais Lynn, je pense qu'elle a une carapace plus forte puis plus intelligente. Je dirais que c'est Lynn qui va gagner. Ah ben c'est bon, mais je pensais que tu allais aller là aussi. J'étais pas sûr. J'hésitais, je serais curieux de voir le street fight entre Lynn Lapoffine et Marc Arcan. Y a-t-il possibilité que Marc revienne comme justement, là, en sachant qu'il est en vie? Je pense pas, en fait. Je pense pas. Des fois, on me demande ça. Est-ce qu'on reprend les Invincibles ou... on dirait que... Quand un projet est fini, moi, je suis pas très... je suis pas très nostalgique ou une fois que quelque chose, j'ai l'impression que la chose est finie, je ne saurais pas comment, en fait, quoi apporter de nouveau, puis je serais même pas capable de replonger dans ces univers-là que j'ai un peu oubliés, puis j'aime toujours mieux la prochaine affaire que je vais écrire, qui m'allume puis qui m'intéresse. Je t'en fais une dernière finalement de mon jeu. Qu'est-ce qui t'angoisse le plus? De voir un de tes montages où tu n'es pas satisfait, je sais que ça t'angoisse beaucoup, ou... Ça l'est difficile de voir Donald Trump réélu. Je dirais que c'est Donald Trump réélu. Là, ça m'angoisse vraiment. Là. Mais c'est vrai que quand je vois un premier montage d'épisode, puis je trouve pas ça bon, je trouve ça dur. Je sais que c'est moins important que la réélection ou non de Donald Trump, mais dans mon petit monde à moi, c'est super important. Moi, j'écris le truc, je joue dans l'affaire. Ensuite, Jean-François, il tourne, puis après ça, il fait un premier montage, puis là, il me présente ça. Fait que moi, j'arrive, j'ai écrit l'affaire, fait que j'ai comme le souvenir de ce que j'ai écrit. En plus, je vois ma face, je me vois jouer, je vois mes amis, tu sais. Mais ceci dit, Jean-François est tellement talentueux que très souvent, je suis super content, mais ça arrive des fois aussi que je vois que là, ça marche pas. Mais assez rapidement, des fois, je peux être angoissé sur le moment. Et après ça, je m'en vais chez nous, je réécoute l'épisode sur mon ordinateur. Puis là, rapidement, ça, c'est un jeu que j'aime beaucoup aussi parce que c'est comme si mon métier de scénariste se poursuit.
j'essaie de comprendre pourquoi ça tombe à plat, pourquoi ça marche pas. Des fois, je retourne au texte, puis, puis après ça, avec Jean-François, on trouve des solutions. Puis ça, c'est vraiment le fun, parce que c'est comme si l'écriture comment tu peux avoir une solution quand déjà tout est tourné? Bien, tout est tourné, mais ce qu'on peut faire, c'est des fois, on peut réduire une scène ou on peut retourner tu sais, peut-être la scène, ça marche pas comme elle a été montée. Les musiques qui sont pas, tu sais, c'est des musiques des fois guides là, qui sont pas finales, mais ils sont pas aux bons endroits. On n'appuie pas sur les bonnes affaires. Des fois, peut-être que cette fin de bloc-là, non, ça serait mieux de poursuivre puis de finir là-dessus. Il y a plein de choses. Il y a quand même possibilité de réarranger une couple d'affaires. C'est hallucinant. Tu sais, genre, du premier montage au dernier montage, là, c'est la différence entre c'est poche et c'est bon. Il suffit, là, tu sais, qu'il y ait 2-3 moments pas trop bien alignés où on fait comme où on comprend pas, où c'est comme où on suit plus le personnage, où le ton est pas le bon, pour qu'on arrête d'écouter et qu'on dise c'est vraiment pas bon. Alors que des fois, si on arrive des fois on n'arrive pas à tout corriger, mais tu sais, des fois de réarranger, ça peut vraiment faire une grosse différence. Dans mon esprit, en tout cas. Fait que bonne nouvelle, on va avoir tout le temps des bonnes séries de François, mais Donald Trump va revenir, la gang. Si François avait à choisir entre les deux. Mais je sais que c'est quelque chose que t'es comme... Moi, je suis un fan du Canadien, je suis un fan du hockey, comme beaucoup de monde au Québec. Toi, t'es un fan de politique, mais de politique américaine. Ouais. Ça vient d'où, cette passion-là? C'est né où? Ben moi, j'ai un bac en sciences politiques avant d'aller au conservatoire. J'ai étudié en sciences politiques parce que je pensais peut-être devenir journaliste. Puis j'ai fait des cours de politique étrangère, puis j'ai eu un cours avec Louis Balthazar, un cours de politique étrangère des États-Unis, puis j'ai beaucoup aimé ce cours-là. Puis après ça, j'ai continué à m'intéresser. Encore aujourd'hui, tu lis des journaux le matin, puis... oui, je prends, moi, le matin, je lis la presse, je lis le Devoir, je lis le Washington Post, je lis le New York Times, je suis abonné à tout ça, je suis abonné à plein de revues américaines. C'est comme une passion, j'aime vraiment ça, la politique américaine, mais c'est comme en fait, c'est comme un jeu. C'est comme, tu sais, je suis pas un sportif, j'écoute pas le hockey, mais on dirait que mon sport, c'est la politique américaine. Je pensais que c'était la marche, ton sport. Oui, mon sport, c'est la marche. Mais tu sais, je suis pas fan de sport, mais je suis vraiment fan de politique américaine. Puis, étonnamment, je m'intéresse assez peu à la politique québécoise ou canadienne. C'est vraiment niaiseux, là. Je suis pas fier de moi, mais c'est comme, je sais pas. Fait que je suis j'écoute beaucoup, je perds beaucoup de temps à écouter, j'écoute CNN, MSNBC, des fois j'écoute Fox News aussi pour comparer. Je m'amuse à comparer comment la même nouvelle peut être interprétée d'une façon ou d'une autre selon la chaîne de nouvelles. Je suis c'est sûr que, tu sais, l'élection de Trump, ça a été horrible, puis c'est une période très sombre. Toute la nuit? T'avais pas dormi de la nuit, t'avais pleuré. J'ai pas dormi. J'ai-tu pleuré? Je pense que j'ai le goût de pleurer. J'avais vu quelque part ou entendu, entre les branches. Moi, je me souviens, le lendemain, j'étais découragé, puis j'ai regardé sur YouTube comme une pub d'Hillary Clinton. Puis, tu sais, je la trouvais bonne, la pub, puis là, elle avait perdu. Puis je pense que c'est là que j'ai pleuré un peu. J'étais découragé. Mais c'est une période très sombre. Il trouvait bonne, la pub. Non, mais tu sais, c'était une pub pleine d'espoir. Moi, je l'aimais. Moi, j'aime beaucoup Hillary Clinton. Je ne fais pas partie de ceux qui la critiquent beaucoup, mais je l'aimais. Puis je trouve qu'elle aurait fait une bonne présidente. Puis j'étais triste. Mais là, je me dis, je sais qu'il ne faut pas trop parler de l'actualité, là, mais il ne faut pas trop être ancré. Non, on peut en parler. Je me dis que je pense qu'il y a des chances qu'il ne soit pas réélu. Non, il y a des chances, une sur deux. Une sur deux. C'est de même, mais moi, toi, tu connais ça au bout de moi, mon analyse de la politique américaine, c'est comme une chance sur deux. C'est le gros bon sens. Ouais. Peut-être toi qui as raison. La prochaine question ne sera pas posée par moi, elle va être posée par une de tes amies qui avait un petit mot pour toi. Hey! Salut François, ça va? Oui, ça va bien. Moi, je te lance ça là, comme ça, à la volée. Quand je pense à toi, bon, il y a plein de choses qui me viennent en tête, mais entre autres, un moment bizarre, comme toi seul, c'est les créer. C'est-à-dire, j'ai les culottes baissées, puis toi, tu dois exécuter un mouvement
entre mes jambes, là, on comprendra que c'est de la fiction. Puis là, il faut que tu te penches, puis là, que tu te mets de la vaseline, puis tu remontes. Puis là, tout ça génère beaucoup de drôleries. Fait que ça, tu pourras peut-être élaborer là, éventuellement. Ça, autre chose, on est face à un cabanon, on respire fort, on se regarde, faut que notre essoufflement se transforme en désir. Et là, tu me prends sauvagement sur la table de la cuisine, puis je me pète la tête sur la lampe. Fait que tu pourrais élaborer ça. Des scènes, puis la scène aussi, la scène où tu me pognes en flagrant délit d'adultère, en tout cas, adultère / plein d'autres affaires, puis que je suis en position gênante et que toi, avec un casque de poêle puis un bandage sur le nez, tu nous pognes, Maude et moi, en plein ébat, puis que ta première réplique, c'est « Ben, voyons, il est quelle heure, là? » Ça, c'est des moments magiques, François. Fait que je te lance là-dessus pour Série Noire. Je t'embrasse, j'ai hâte de te voir. Bye! Merci, Edith, d'avoir participé. J'adore cette fille. Je l'adore. Et je trouve que c'est une excellente animatrice. Je trouve que c'est une actrice. Est-ce qu'on m'entend toujours? Je trouve que c'est une actrice exceptionnelle. Puis, dans Série Noire, je la trouvais vraiment bonne. Je trouve c'est une actrice qui a, je trouve, un naturel. Il y a une vérité. Je me souviens quand on l'a vue en audition, elle a joué dans Les Invincibles. Elle était dans la première saison des Invincibles. Puis, c'était le rôle de Sandra. Puis le rôle était décrit un peu comme une fille un peu volage, là, qui est un peu une fille libre, là, qui a une sexualité qui est assumée. Puis la plupart des actrices qui venaient jouaient beaucoup ça, c'était un peu plaqué. Puis elle est arrivée, puis c'était juste elle. Elle est arrivée, c'était elle, était simple, était vraie. On est comme tombé en amour avec. Je trouve tellement qu'elle est bonne, puis on lui a redonné un rôle dans Série Noire, puis je l'aime vraiment. Et c'est vrai qu'on a eu des petites scènes de sexualité à jouer. C'était très agréable parce qu'on avait du fun. Tu sais, c'est des scènes des fois qui... Moi, je trouve pas ça si gênant que ça. Tu sais, souvent, les acteurs vont dire « Ah, c'est gênant » ou vont dire « C'est très technique ». Puis c'est vrai que c'est technique, ces scènes-là, mais quand c'est fait avec humour puis qu'il y a de la confiance, je trouve ça le fun à faire. Puis en même temps, c'est toi qui les écris. Fait que t'as pas le choix de les assumer sur le set. Oui, c'est ça. Puis, oui, puis c'est ça, on a eu des moments, là, des moments de... Ben c'est ça, elle en a énuméré quelques-uns. Il y a celui avec le bon malais. Il fallait que tu te penches. Ben, c'est une scène de cunilingus. Et j'avais vraiment ma face entre ses jambes. Et on m'avait mis de la vaseline. Puis, parce qu'il y a tout dans l'intrigue, il y a quelque chose avec le fluide vaginal. Ils prennent un échantillon pour. En tout cas, je vous épargne les détails. Mais, puis c'est ça. Là, je me souviens qu'il y avait une affaire aussi que j'étais entre ses jambes. Puis il fallait que j'enlève ses bobettes. Puis, on avait instauré un système genre de double bobette, même de triple bobette. Oui, elle en avait plusieurs. Oui, elle en avait plusieurs. Et je crois que lorsqu'on l'a fait, on n'a pas fait ça, on n'a pas fait 1000 takes, je pense que j'ai enlevé trop de bobettes. Mais il en est resté une. Heureusement, il en est resté une. Mais je pense que j'ai enlevé... 3-4 bobettes, là, sans faire exprès. Ben parce que ton personnage est excité, tu sais, fait que tu le joues comme... Tu le joues... Est-ce que c'est ça, je me demande? Tu le joues-tu comme si tu joues... Comme si c'était... Non, mais... non, mais c'est pas excitant. C'est des scènes qui sont le fun à faire. C'est impossible de... Pas impossible, là, mais c'est sûr que t'es pas bandé, là. Tu sais, il y a du monde, il y a... Ça peut arriver, là, mais c'est pas arrivé. C'est pas, il n'y a pas de sous-entendu cochon, en fait. En tout cas, je dis pas que ça peut pas arriver, là, mais... Puis il y avait la scène aussi dehors, cabanon. C'était quoi qu'elle disait? Sur la table, je me souviens qu'elle s'était cognée la tête. Oui, ça c'était... En plus, c'est au Québec, on tourne vite, hein, des fois. Hein, il y a beaucoup de scènes à faire. Fait que des fois, on n'a pas tout le temps de
sais, il n'y a pas une chorégraphie, on n'est pas tout le temps comme un cascadeur qui va nous dire. Fait que des fois, on essaie des affaires, puis des fois, ça fait qu'on peut se cogner. Il y a d'autres scènes aussi que je sais qui ont été dures à tourner. C'est une scène que ton personnage est dans l'eau, puis il devait se noyer. Oui, oui, oui. Ah ouais. T'as failli te noyer pour vrai? Oui, oui, je me suis quasiment. Non, j'ai peut-être un peu exagéré en disant ça, mais, oui, ben en fait, c'est que j'étais habillé en hiver, puis je sautais dans la piscine. J'avais un wetsuit, je pense, en dessous, pour pas que j'ai trop froid. Mais le wetsuit faisait que je flottais, tu sais, je sautais, puis j'entrais. Je me noie, Oui, c'est ça. J'étais tout de suite à la dessus de surface. l'eau. Et donc là, il m'ajoutait d'une prise à l'autre, il m'ajoutait des poids pour. Et là, puis il n'y avait jamais assez de poids. Finalement, ils en ont mis plus, puis là, ça a été la bonne take. Mais là, j'ai sauté, puis là, je me suis retrouvé vraiment dans le fond de la piscine. Mais moi, je ne pensais pas que j'étais dans le fond parce que ça faisait plusieurs takes qu'on faisait où, tu sais, j'étais comme l'eau était. Fait que je suis resté là, puis après ça, j'ai dit, bon, mais je vais sortir de l'eau. Puis j'avais des poids quand même. Fait que c'était plus dur. C'est pesant. Puis là, j'ai paniqué un peu, mais j'ai dit, non, vais-je arriver à la surface éventuellement? Parce que les poids te ramenaient vers oui, le bas. Oui, là, mais il y avait des plongeurs qui m'ont. Il y a de la sécurité quand même. Il y avait des plongeurs dans la piscine qui m'ont. Ah, fait que t'as un peu exagéré. J'ai un peu exagéré, mais j'ai quand même un peu. J'ai eu peur un peu quand même. C'est une note de 1 à 10, là, la peur. 6. Pas pire. Ah, mais quand même, ça passe, tu sais, c'est une vraie peur. Ouais, Tu sais, ouais. Si tu m'avais dit 3, Non. j'aurais dit, ben là, tu sais, François, on va se reparler, là, tu sais. Pour la prochaine question, une autre comédienne qui a joué avec toi aussi dans Série Noire, qui avait un petit mot pour toi. Salut François. On se connaît pas beaucoup dans la vie, on se connaît surtout dans le travail grâce à Série Noire. Reste que je m'en souviens comme si c'était hier parce que tu es un scénariste formidable. Tu arrives à donner un souffle à tes personnages, même dans l'écriture. Ça, c'est un cadeau pour une actrice. Et aussi comme acteur, parce que tu arrives rapidement à créer cet espace de sécurité, de complicité qui est nécessaire à notre travail pour pouvoir plonger, s'abandonner, s'amuser dans le travail aussi. Et présentement, ben, je trouve que c'est pas anodin de nommer ça. C'est-à-dire que tu es de ces acteurs qui créent cet espace de sécurité-là. Surtout pour les scènes de proximité. On n'avait pas grand-chose de baba énervé à faire à ce niveau-là. Reste qu'on avait une scène de French. Fait que oui, parlons-en de cette journée de tournage. Je sais pas si tu te souviens dans quel état tu étais quand on a tourné ces scènes où mon personnage, Caroline Michaud, invitait ton personnage chez elle pour souper et tenter d'influencer l'écriture de la loi de la justice. Je pense que si on tournait maintenant ces scènes-là, donc une scène de souper, une scène de French, dans l'état où tu étais, à ce moment-là, je pense qu'on serait, en ce moment, en temps de COVID, on serait arrêté puis on aurait de lourdes amendes à payer. Te souviens-tu? En fait, si tu t'en rappelles pas, je vais te le dire, tu avais une extinction de voix, tu avais une espèce de rhume, grippe, virus, machin. Toute l'équipe, en fait, était atteinte de ce virus-là. Même Jean-François Rivard, je pense, le réalisateur était malade. Et tu n'avais pas de voix. Et on avait de la misère à t'entendre. Et voilà, on avait tourné tout ça alors qu'il était super malade. Je me souviens pas si tu as eu à t'auto-doubler après pour qu'on puisse comprendre ce que tu dis dans la série. Reste que ben, je me souviens de ce moment-là, puis surtout avec la COVID et tout ça, je me dis, oh là là, je pense pas qu'on aurait pu tourner dans ces circonstances-là en ce moment. Voilà, ben, j'espère que tu passes un bon moment. Je t'embrasse de loin, masqué, tout ça, là. Puis j'espère de te revoir bientôt. Salut! Ah, ça fait plaisir. Ben, ça fait plaisir ce qu'elle a dit au début, que, tu sais, c'est ça, c'est un métier d'intimité, hein, jouer une scène, pas juste quand c'est des scènes de French, là, mais tu sais, c'est jouer avec quelqu'un d'autre. Il y a quelque chose, on se retrouve avec quelqu'un des fois qu'on connaît, mais des fois qu'on connaît pas. Puis il faut se rejoindre, puis il faut créer quelque chose d'intime rapidement. Fait que je trouve ça important de quand je disais le plaisir, puis l'écoute, puis la gentillesse, puis prendre soin des gens, c'est super important. Puis Jean-François Rivard aussi, le réalisateur avec qui j'ai écrit Série Noire, puis qui réalise, il est très bon pour ça. C'est un gars qui est bon avec les acteurs, Une belle encadrement. Oui, c'est ça. Oui. C'est pour ça que
j'ai écouté beaucoup d'entrevues, puis ce qui revient souvent, c'est hey, quand on me propose un projet de travailler avec toi et Jean-François, c'est qu'il n'y a personne. Je n'ai pas entendu personne dire non. T'sais. La plupart des gens vont dire hey, moi, on m'a proposé ce rôle-là, dans cette série-là. Je pense que la plupart, à cette heure, avec la renommée que tu as, prennent même peut-être plus le temps de lire le scénario, puis c'est tout de suite un oui. Puis oui, on est chanceux. Mais même quand on faisait la première saison des Invincibles, on n'était pas super connus. On n'était pas connus du tout. Mais on a abordé quelqu'un comme Germain Hood, puis il a lu les textes. Je pense que les acteurs aussi, ils se fient aux textes qu'ils reçoivent. Puis quelque chose qui est le fun, puis ça paraît dans l'écriture. Puis je pense que c'est ça d'abord qui attire les gens. Puis ensuite, le plaisir de travailler, ça aussi, ça peut être une bonne... je pense que c'est le fun. C'est vrai que les plateaux de Jean-François sont exigeants, mais pour les acteurs, je pense qu'il prend soin quand même il prend soin des acteurs, puis les gens se sentent en sécurité, puis écoutés, puis... c'est bien important. Ben, ça se ressent dans les témoignages. Je sais Puis l'autre affaire qu'elle disait aussi, c'est effectivement, quand on a fait Série Noire 2, je pense, ou 1, je me souviens pas, il y a eu une épidémie de grippe, là, on était tous malades. Moi, j'ai perdu la voix, j'étais découragé, il fallait continuer de tourner. Puis il y a plein de scènes, d'ailleurs, où je ne me suis pas doublé par après. Il y a des petites choses qu'on a refait en post-synchro. OK, mais... ça se refait, là. Moi, il y a des choses qu'on a refait, mais il y a des choses qu'on n'a pas refait parce que je voulais garder. Tu sais, des fois, ça a l'air c'est poche quand on se redouble après. Là, ça paraît des fois ça paraît pas, mais. Ça doit être dur avoir la même intonation. Puis... C'est très dur. Mais il y a certaines scènes dans Série Noire où à un moment donné, tu fais comme mon Dieu, qu'est-ce qui se passe avec Denis? Là, j'ai plus de voix. Puis la tête d'après, ma voix est revenue. Puis la scène d'après, tu sais, quand on le sait, c'est un peu bizarre, là, mais je pense que ça n'a pas empêché les gens d'aimer la série. Bien, je n'avais pas remarqué encore. Ouais. Je vais le réécouter avec une oreille plus attentive. Je vais fermer mes yeux, puis je vais juste l'écouter, là, puis je vais me dire, est-ce que Denis avait une instinction de voix cette journée-là? Pour C'est comme ça que je t'aime, vous êtes allé à Berlin, et il y avait des gens là-bas qui avaient des photos de toi dans les rues. Peux-tu me parler de cette expérience-là? Tu étais quasiment plus reconnu qu'au Québec. Là, moi, je pense que c'était stagé un peu. Ou c'était soit stagé, genre les gens du festival ont... ou encore, je pense que c'est peut-être des gens qui sont des collectionneurs d'autographes qui vont à toutes les premières du festival puis qui ont des photos. Ils prennent nos photos sur Internet, ils les impriment sur un beau papier, puis... Ils nous font signer au cas où on devienne big. Puis je pense que c'est ça. Parce que, tu sais, c'est pas des gens qui nous connaissaient. Puis moi, je demandais aux gens, « Do you know who I am? » Puis, hey, ils savaient pas. Mais on signait des autographes quand même. Signais-tu n'importe quoi? Non, moi, je signais mon nom. Ah, quand même, Mais ça se dit, c'était agréable, tu sais. Mais c'était très drôle. Il n'y avait pas tant de monde que ça, mais il y a quand même des gens payés par le festival. Le monde a engagé des faux fans. On fait hey, ça va être lui, il va arriver. Reconnais-les. Là, ils sont là avec leurs photos. Je pense que c'est lui. Là. Ouais, peux-tu me signer? C'est un peu ça. Ouais. Mais vois-tu, moi, ça m'est jamais arrivé. Un faux fan? Un d'aller à Berlin. Jamais été. Deux, des faux fans non plus. Est-ce que vous êtes des vrais fans de moi? Je sais pas. Oui, ce sont des vrais. Oh, on a Julien, par exemple, qui ne bronche pas. Qui s'est dit, lui, non, je suis là pour François. Ah, là, il a fait ça. Un de tes fantasmes d'auteur, c'est d'écrire un film. À la presse, le 7 mai 2018, tu dis que tu as écrit 3 scénarios de films depuis Série Noire, dont un premier que tu as abonné à la page 99. J'ai une question en 2 volets pour toi. 1, ça ne te tentait pas d'abandonner à la page 100? Et 2, il se passe quoi avec ces scénarios-là? Je sais qu'il y en a un qui se passait en 2006 puis que c'est une affaire de télécopie. Oui. Il se passe quoi avec tes scénarios de films? Il se passe pas grand-chose. Il se passe rien, en fait. Moi, j'ai écrit pour le théâtre. À un moment donné, ma pièce Cheech, elle a été adaptée pour j'ai signé l'adaptation. On a fait un film
qui a été un bid. Ben moi, j'ai aimé ça. Oui, il y a du monde qui me dit ça. Moi, je sais pas, j'ai jamais revu le film. Parce que, à cause des critiques? Ben, c'est un mélange. C'était un projet pas facile. Comment je pourrais dire ça pour rester. Il faut que je reste diplomatique. Mais, on sent que. Un projet pas facile où je n'avais pas, je dirais, le pouvoir et le contrôle que j'ai maintenant. Mais en même temps, c'est ce projet-là qui m'a convaincu que pour faire ce métier-là, tu sais, à un moment donné, quand tu veux du pouvoir et du contrôle, il faut que tu t'arranges pour que ça arrive, tu sais. Puis il faut que tu portes plusieurs chapeaux aussi. Oui, puis à un moment donné, j'ai réalisé que moi, j'aime ça faire ce métier-là quand je peux avoir voix au chapitre. Puis là, maintenant, je travaille avec des gens avec qui j'ai un super rapport, puis on s'écoute, puis tu sais, à l'époque, j'avais pas ça, mais c'était normal aussi. J'étais beaucoup plus jeune, puis je suis sorti de ce projet de film-là un peu blessé, mais en même temps, il y avait Les Invincibles parallèlement à ça. Puis là, Les Invincibles ont eu du succès, donc tu sais, j'écris de la télé, puis j'adore écrire de la télé, mais j'avoue que j'ai toujours eu envie de retourner au cinéma. Et après Série Noire, c'était ça mon objectif. Puis j'ai écrit des scénarios. Bon, ce premier scénario-là où j'ai arrêté à la page 99, je me suis réalisé, en fait, j'ai réalisé que c'était plus comme une télésérie. En fait, j'étais rendu à la page 99, puis je suis encore au début de mon histoire, donc j'ai arrêté. J'ai écrit un autre scénario. C'était quoi? L'histoire? Oui, celle vite, là, celle de 99 pages. Je suis comme curieux. C'est drôle parce que c'était l'histoire d'une épidémie. C'est une épidémie de suicide, en fait. Une société où... c'était une comédie, mais une société où... Ça part fort comme comédie. Une société où, de façon inexplicable, les gens se mettent à se suicider, mais vraiment de façon anormale. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Mais en tout cas, c'était ça. C'était ça le... Ben oui, non, mais c'est intéressant. C'est le fun de savoir ça. Ben, c'était pas super. Puis après ça, j'ai écrit un autre scénario. Puis à un moment donné, j'ai fait je l'aime plus ce scénario-là. Puis après ça, j'ai travaillé 2 ans sur un autre scénario. Et là, avec des producteurs, d'excellents producteurs, on a déposé aux institutions. Ça n'a pas marché. Et là, ma série a fonctionné. Et là, donc, le projet de film est comme un peu resté en plan parce que tout mon temps est à l'écriture puis à la production de... C'est comme ça que je t'aime. Donc, peut-être qu'après la série, je retournerai à ce scénario-là. Qui n'est pas mort, ce scénario. Non. Il était encore stand-by. Non, puis je l'ai relu récemment avec beaucoup de recul. Et c'est très particulier. Ça ressemble, je pense, ça ressemble pas au truc que j'écris d'habitude. Il y a quelque chose de très différent, d'un peu plus étonnant, là. Mais en le relisant, j'ai fait je pense qu'il faudrait que je le retravaille encore, mais c'est drôle parce que c'est pas nécessairement tout ce qu'on écrit que 2-3 ans après, tu fais ça a mal vieilli. Il y a des œuvres qui vieillissent mal, c'est une belle chance de dire que cette œuvre-là n'a pas vieilli, puis je pourrais la refaire. C'est un bon signe quand quelque chose que tu as écrit il y a 4 ans, tu le relis, puis ça t'intéresse encore. Tu as l'impression que, OK, ça te parle encore, puis tu n'as peut-être pas fini de... Cette histoire-là, tu n'as peut-être pas fini d'y travailler, puis tu as encore envie de la raconter. Parce que c'est ce qui arrive aussi ça arrive souvent que des fois, tu écris quelque chose, puis c'est ça. Après 6 mois, tu es tanné, tu n'attends plus. Fait que ça, c'est pas un bon signe. François, on a parlé de théâtre, on a parlé de film, on a parlé de télé. Moi, j'aimerais ça qu'on revienne encore plus loin que ça, vraiment à tes tout débuts. À l'époque, je pense même que tu écrivais des bye-bye. Mon Dieu. On va aller voir, il y a un de tes amis qui va nous envoyer une coupe de pistes qui avait un mot pour toi. Salut Marc-Antoine, tu m'as demandé de te parler de François. Mon Dieu, François et moi, on s'est connus quand on avait 9-10 ans. On habitait dans le même quartier de Sainte-Foy, on allait à la même école. Puis pour une bonne quinzaine d'années, on était comme des frères jumeaux même. On s'appelait à tous les jours, on faisait tout ensemble. On avait 1000 projets, on avait toujours quelque chose à faire comme projet. Dès le début, on a fondé une ligue d'impro avec d'autres amis à l'école primaire. À chaque année, on faisait aussi un bye-bye. Ce qu'on faisait, c'est qu'on tripait sur le bye-bye à Radio-Canada, là, qui était très, 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 très populaire dans les années 80. Puis on s'enregistrait sur cassette audio. Peut-être que tu connais pas trop ça parce que tu es plus jeune, mais à l'époque, on s'enregistrait sur cassette audio. Puis on faisait une version
à nous du bye-bye. On s'inspirait des sketchs du bye-bye qu'on avait vus, puis on prenait des événements de notre vie, puis voilà, on faisait des trucs avec ça. Évidemment, c'était humoristique, c'était pour le fun. Puis on a fait du théâtre ensemble jusqu'à l'université. Même après, on a fait nos auditions pour entrer au conservatoire. On est entrés au conservatoire ensemble. On a fait le cours 3 ans. C'est des années assez marquantes, tu sais. Puis aussi, on a fait des films. Alors là, les films, c'était très artisanal. On louait une Betacam. Hey, là, on remonte, là. Ou alors une caméra VHS. Puis on faisait des films. Hey, ça, c'était tellement drôle parce que on faisait pas de montage. Hein? Nous autres, on louait, là, on avait la caméra peut-être 2 jours, puis il fallait tout faire notre film. Puis c'était comme un moyen-métrage, court-métrage même des fois, je dirais. En tout cas, puis on filmait les scènes dans l'ordre. Puis quand ça marchait pas, mais on reculait la cassette, puis on enregistrait par-dessus. Fait qu'il n'y avait aucun montage, fait qu'il fallait pas se tromper le moins possible, parce que des fois, le soleil tombait, il n'y avait plus de lumière, fait que vite. Bref, en tout cas, on a eu bien du fun. Puis je me souviens particulièrement d'un film qu'on a fait, qui était un film d'horreur. Comment ça s'appelait donc? C'est une bonne question, ça, François. Ça s'appelait comment, ce film-là? Les titres, des fois, avaient aucune importance. Mais en tout cas, j'interprétais une mémé méchante qui tuait des gens gratuitement, sans aucune raison, avec tout ce qui lui tombait sur la main. C'était complètement absurde. Donc, c'était très drôle. On tripait sur les films d'horreur. J'avais un faible particulièrement pour Psychose de Alfred Hitchcock, qui est probablement encore mon film fétiche, là, en tout cas dans mes préférés, certainement. On avait une fascination aussi pour les mémés. On avait des personnages qu'on traînait partout, puis on pouvait improviser sur le spot n'importe quand, dans l'autobus ou dans le cours d'école, n'importe où. Puis on sortait nos mémés, on s'appelait au téléphone, puis on pouvait parler en mémé. Et puis on avait des personnages définis. Moi, mon personnage s'appelait Berthe. Est-ce que tu peux dire à tout le monde quel était le nom de ta mémé, François? En tout cas, on a eu beaucoup de plaisir. J'espère que tu vas bien, François. Je t'embrasse. Bye. Merci à Guillaume d'avoir accepté. Ça me fait vraiment plaisir. Guillaume et moi, on s'est un peu perdu de vue dans les dernières années. Ça me fait de la peine. Mais c'est des choses qui arrivent. Mais c'était vraiment mon grand ami. Là, on est allé, on a fait nos auditions au conservatoire ensemble, puis on a fait du théâtre ensemble. Mais il était sur toutes les photos que tu as montrées. Là, il était dans les Dreamtones, puis il avait joué dans les pièces aussi, le Hanouille, puis le Tremblay qu'on avait fait. Puis oui, effectivement, on faisait des films. Et le titre de notre film d'horreur, c'était « Meurtre égale MC2 ». C'était l'histoire d'une jeune fille qui... on était en secondaire 2, puis on faisait de l'algèbre, puis on n'aimait pas ça. Et là, c'était l'histoire d'une jeune fille, dans le passé, qui dans un examen d'algèbre, elle vire folle, puis là, on la voit ouvrir son étui à crayon, et elle sort une hache de son étui à crayon, et elle massacre tous ses... Ça, c'était la scène d'ouverture. Puis après ça, puis on avait vraiment fait l'effet spécial, là. Elle ouvrait son truc, puis là, la hache sortait, là, puis c'était drôle. Puis c'était Guillaume qui faisait cette jeune fille-là, et elle tuait tout le monde. Et là, après ça, c'était plus tard. Elle était morte, puis là, il y avait une scène dans un cimetière, puis on avait le classique de la main qui sort, et là, il revenait pour tuer tout le monde. Revenait à la vie. Ouais. Puis on a fait Meurtre égale MC2 1, puis on a fait le Part 2 aussi, qui était supérieur, d'après moi, le Part 2, qui était plus gory. Là, on avait vraiment des scènes un peu dégueu. On achetait du foie. On tripait. Vraiment, moi, j'adorais le gore. J'aimais les films d'horreur. Fait qu'on a fait ça. Mais on a fait aussi des films qui n'étaient pas des films d'horreur. Puis comme Guillaume le disait, c'était vraiment... On allait louer la bêta movie. C'était du scène à scène. Oui, on n'avait aucun montage. Puis des fois, on se trompait. OK, il faut reculer. Puis là, on reculait pas au bon moment. Puis là, des fois, on effaçait un petit peu nos fins de scène précédentes. Fait que c'était vraiment... c'était pas super. Puis, mais c'était... dans le fond, quand je pense à ça, c'est nous autres, on faisait ça vraiment pour le fun parce que, on savait pas quoi faire de nos étés. Puis c'était pas comme maintenant où les jeunes sont plein d'activités tout le temps. Nous autres,
on se promenait en vélo, puis on savait pas quoi faire. Puis à un moment, on s'est dit, ben, on faisait de l'impro. On a dit, pourquoi on ferait pas des films? Puis, tu sais, on a vraiment trippé. Puis dans le fond, mes premiers scénarios, c'était... Écrit sur le dactylo à ta mère. Oui, le dactylo à ma mère. Puis l'autre chose qu'il disait aussi, c'est les bye-bye. Ça, c'est quand on était au primaire, là. Nous autres, on était fans du bye-bye. Tu sais, bye-bye 84, 85, 86... C'était écœurant, ces bye-bye-là. Là. Encore récemment, des fois, je suis sur YouTube, il y a quelqu'un qui les a toutes mis, là, et je m'amuse à les regarder. Puis, tu sais, c'est nos idoles, là, ces acteurs-là. Patrice Lécuyer, Marc Messier. Puis, on aimait ça. Puis, on faisait nos bye-bye sur cassette audio. Puis, on recréait des moments de notre année. Puis, on faisait des sketchs. Puis souvent, effectivement, on avait nos personnages de mémés, nos personnages de vieilles dames. J'ai toujours aimé les vieilles dames. On se déguisait en vieilles dames. On va aller voir une photo, justement. Je pense qu'on a une photo de... Oh mon Dieu! Ah, mais ça, c'est plus tard. C'était-tu quand on tournait? Oh mon Dieu! Mais c'était quoi? Ça venait d'où, ta fascination pour les mémés? Pour les mémés, puis c'était quoi ton nom? Moi, c'était Gertrude. Gertrude. Guillaume, c'était Berthe. On était comme un duo comique. Puis à l'école, quand on avait des exposés oraux, on se déguisait en mémé, puis c'était tout le temps. Puis on faisait rire les gens, c'était nos personnages. Puis à un moment donné, je me souviens, en secondaire 4, avant un exposé, on est ensemble, on met nos perruques, puis là, il y a quelqu'un qui avait dit dans la foule, dans la classe, « Ah non, pas encore les mémés. » Et là, ça a été la fin. Là, ça a été... Hey, je pense que ça ne marche plus. On était allé là, au bout de du running gag. Là, ouais. Vous autres, c'est comme, ça a marché l'année passée, on remarchait. Puis... Mais moi, j'ai toujours aimé les vieilles dames. J'aime ça. Tu sais, une de mes émissions de télé préférées, c'est les Golden Girls. Je ne sais pas si toi, tu es trop jeune. C'est un vieux sitcom, c'est des mémés, là. Puis, mais honnêtement, c'est une de mes émissions préférées. J'ai toujours aimé. J'aime encore les vieilles dames. Ben, puis t'en mets souvent dans tes séries. D'ailleurs, dans Série Noire, c'est une mémé qui a failli tuer ton personnage, tu sais. Puis ça, j'avais fait un lien. Ce personnage-là s'appelait Huguette. Et dans C'est comme ça que je t'aime, il y a une Huguette qui essaie de te tuer aussi. Fait que je sais pas s'il y a une Huguette qui t'a marqué dans ta jeunesse pour qu'à chaque fois, ce soit une Huguette qui essaie de te tuer. Mais c'est drôle parce qu'il y a des gens qui m'ont dit que sur Internet, il y a des gens qui se disaient « Ah, c'est peut-être le même personnage. Dans le fond, la Huguette de Série Noire a vieilli. C'est-à-dire la Huguette de C'est comme ça que je t'aime a vieilli. » Mais non, c'est pas. C'est juste parce que c'est souvent les mêmes noms qui me viennent. Quand vient le temps de décider les noms de personnages, j'avais le goût, là, pour le personnage du Huguette, j'avais le goût d'une. Ma belle-mère s'appelle Louisette. Puis j'ai eu beaucoup de profs quand j'étais petit qui en hête. J'avais le goût d'un nom en hête. Huguette, je trouvais ça. Y a-tu des chances que dans tes prochaines séries, il y ait des Marc-Antoine? Marc-Antoine, mais c'est un nom, je vais peut-être y penser. Ah, mais quand je vais le mettre dans ma banque de prénoms. Il y a une banque à prendre, puis il y a une banque à pas prendre. Il va le mettre dans une des deux, il n'y a pas de laquelle. C'est très bon. C'est un très bon nom. J'aillerais pas ça en sachant que peut-être il est inspiré de moi. Ben moi, je ferais croire à nos amis qu'il est inspiré. Je sais que quand tu étais jeune aussi, tu allais souvent voir avec ta mère des shows de Clémence Desrochers. Oui. Et Clémence avait un mot pour toi. Oui. Ouais. Bonjour, François. On m'a dit que tu m'aimais pas mal, que tu assistais à presque tous mes spectacles. Et c'est curieux, secrètement, moi aussi, je t'aime. Et puis, je ne fais pas, hélas, de spectacle. Maintenant, si par hasard, tu as un animal qui traîne chez toi, un chat, un chien, une grenouille, tu m'envoies le portrait, non pas l'animal, et maintenant je dessine et je te retourne le dessin en souvenir de moi. Et sais-tu quoi, François? Comme tu es, c'est comme ça que je t'aime. Ah, ça me fait plaisir. Ah, j'aime tellement Clémence Desrochers. Là. C'est des beaux souvenirs pour toi, Clémence. En fait, c'est comme c'est ma première. C'est comme ma première. C'est la première fois en fait que j'entendais notre langue, la langue québécoise, comme s'exprimer d'une façon aussi à la fois drôle, simple, poétique. Tu sais, Clémence a été là.
une pionnière. Elle a influencé Yvon Deschamps, mais elle a influencé Michel Tremblay aussi. Là. Quand elle a écrit Les Girls, elle a écrit ça avant Les Belles... En tout cas, c'est vraiment comme c'est tellement une auteure importante. Puis moi, quand j'étais petit, ma mère, elle aimait beaucoup. Puis on avait ses disques, ses cassettes de spectacle. Puis on allait, moi j'allais, j'étais le seul petit garçon là, qui était assis dans la salle. Puis j'allais voir ses shows d'humour. Puis je la trouvais tellement bonne, puis même que j'apprenais un peu par cœur ses monologues. Puis je suis sûr que dans mon écriture, il y a quelque chose qui est inspiré par... ma sœur m'a dit ça récemment. Elle a dit, hey, des fois, il y a quelque chose, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de clémence dans... Je peux le croire parce que c'était vraiment comme ma première influence, puis je l'adore. Donc, si tu as un animal à la maison, tu peux y envoyer le portrait, puis elle va te faire un portrait. Ben, sinon, je te suggère Glaçon. C'était capable de retrouver Glaçon. Glaçon. François, comment tu trouvais ton moment à Pas de temps à perdre? Hey, j'ai trouvé ça super le fun, plein d'émotions, de souvenirs. Et j'ai adoré ça. Puis je suis impressionné par ta qualité de recherche. C'était un peu fréquent. Je me dis, non, comment t'as fait pour trouver tout ça? Mais c'est vraiment agréable. Puis ça me fait plaisir de voir des amis. Puis, et aussi mes nouveaux amis, Julien, Mickaël, Nancy. On les salue. Jonathan. C'était François Letourneau. Merci beaucoup. Hey, merci. Merci tout le monde.